Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous démarrons cette cinquième séance donc dans cette histoire de, ici c'est mis dans le titre, hein, de pont entre catalyse homogène et hétérogène. Et aujourd'hui, on va explorer un domaine tout à fait récent, je pense moi-même très excitant, très nouveau, qui pousse assez loin cette démarche de construire des solides avec une idée de système homogène, enfin du système moléculaire plutôt, avec un nombre de sites métalliques limité et avec toute la question de savoir si on peut quand même manipuler ces objets comme on manipule, notamment par synthèse organique, comme on manipule les catalyseurs homogènes. Vous allez voir, c'est très récent. Au fond, j'essaierai de démontrer que, en effet, c'est un vrai pont entre catalyse homogène et hétérogène et qu'en effet, on peut, à travers tout un tas d'approches, manipuler la structure et la réactivité de ces sites qui sont sur des sites métalliques qui sont sur des surfaces. Alors je vais parler un peu des différents résultats récents qui sont apparus dans la littérature, je dirais pratiquement après les années 2010. Et puis ensuite, donc, je suis très heureux d'avoir Victor Mougel, alors, qui n'est plus chargé de recherche au CNRS, désolé, mais la fiche a été faite un peu plus tôt, qui est aujourd'hui donc professeur à l'ETH à Zurich, et qui va nous parler, de ce qu'il a fait, de ce que nous avons fait ensemble sur ce thème, et plus spécifiquement sur le thème de la valorisation du CO2. Alors à nouveau, hein, les exemples que je vais prendre sont spécifiquement dans les réactions d'activation de petites molécules. C'était ce qui chapeautait l'ensemble des cours que je fais cette année et l'année dernière. Mais évidemment, vous imaginez bien que ces catalyseurs peuvent aussi être appliqués à d'autres réactions chimiques. Mais je vais rester, disons, pour illustrer la puissance de ces matériaux-là, très originaux, je vais rester donc dans la réduction de l'oxygène, dans la réduction des protons, et on verra donc aussi la réduction du CO2. Alors, tout en haut ici, vous voyez à nouveau tout le continuum, je dirais, entre un matériau solide classique, jusqu'à l'échelle moléculaire. Alors vous pouvez faire le trajet dans ce sens ou dans l'autre, ça revient au même. Donc c'est un continuum à travers les nanocatalyseurs qui sont déjà à une échelle de contrôle plus petite. Cette partie-là, justement, les catalyseurs à sites actifs, à sites métalliques isolés, dont je vais parler. Ici, c'est quelque chose que j'ai beaucoup évoqué, mais vous voyez qu'on se rapproche du moléculaire, puisque là, ici, les sites actifs sont des molécules qui ont été fixées sur des solides, et la partie catalytique n'est plus dans le solide, mais est dans la partie moléculaire, même si, bien sûr, et ça on le verra aussi pour ça, le support joue un rôle extrêmement important. Et ici, évidemment, la molécule. Donc j'ai beaucoup parlé de ça, et aujourd'hui, donc, je vais parler de ce type de matériaux. Donc à nouveau, un support et des sites métalliques, des atomes métalliques isolés. Alors, c'est toujours difficile de trouver l'origine de ce genre d'approche. Je pense qu'on peut ramener, en tout cas dans ce type de réaction, au fond, l'approche des sites isolés métalliques, ça vient de la nécessité, je crois essentiellement, de trouver des matériaux qui utilisent le moins possible
d'atomes de platine dans un certain nombre de réactions, donc d'atomes de métaux nobles. Donc vous savez, je l'ai évoqué à plusieurs fois, il y a tout un tas de technologies actuelles dans le domaine de l'énergie, les piles à combustible, les électrolyseurs, enfin, etc., qui continuent à être développées avec des métaux nobles, et en particulier le platine, qui est particulièrement adapté pour un certain nombre de réactions qui sont mises en œuvre dans ces dispositifs. Et depuis très longtemps, la question de s'abstraire du coût du platine et de sa faible disponibilité, eh bien, ça passe soit par son remplacement, soit par la mise au point de catalyseurs dans lesquels il y a de moins en moins d'atomes de platine. Vous comprenez bien pourquoi. Alors bon, sans doute on trouvera des choses avant, mais voilà, je commence l'histoire avec, vous voyez, à peu près dans les années 2011, avec des matériaux à base d'oxyde de fer sur lequel donc, il y a des atomes isolés de platine. Voilà. Donc c'est ce qu'ils mettent ici. Donc nous rapportons la synthèse d'un catalyseur avec un seul atome. Ce sont donc des atomes de platine isolés qui sont sur des surfaces d'oxyde de fer. Et ici, c'était donc, vous voyez, pour une réaction d'oxydation du CO. Et dans lequel ici, voilà, il y a les premières descriptions de ce type de matériaux. Alors, c'est quoi la définition? La définition, c'est, comme vous le voyez, sur des surfaces planes, sur des particules, sur des matériaux carbonés, ce sont des atomes métalliques qui sont isolés, donc dispersés. Alors dispersés, ça veut dire qu'il n'y a pas d'interaction mutuelle entre les atomes isolés, comme il peut y en avoir dans des nanoparticules. Et donc, évidemment, ces métaux isolés ne flottent pas comme ça dans n'importe quoi, ils sont sur des supports, et le support est très important. Et le site actif, c'est le métal, bien sûr, et il n'a comme atome voisin à nouveau que ceux du support, et bien sûr, je reviendrai sur l'importance du support, puisque les interactions entre le métal et le support vont jouer un rôle. Alors, il y a tout un tas d'applications. Hein. Maintenant, il y a des articles de revue, vous voyez ici en 2017, sur ce type de matériaux, oxydation de l'eau, réduction de l'oxygène, production d'hydrogène. Voilà. Là, c'est quoi? Méthanol. Voilà, oxydation du méthanol, de l'acide formique, enfin, etc. Et puis tout un tas d'autres réactions. Et là aussi, vous voyez à nouveau que dans un autre article de revue en 2018, en noir, vous voyez commencer à, disons, vous voyez apparaître les premiers travaux dans ce domaine-là. Donc c'est vraiment un domaine tout à fait émergent. Vous voyez, c'est après les années de 2010. Et là aussi, on en voit de plus en plus, et en 2018, il y a eu énormément de travaux, je les évoquerai, enfin j'en évoquerai certains, énormément de travaux dans ce domaine. Bon, à gauche, vous avez, en gros, lorsque l'on va s'intéresser à ces matériaux à site isolé, métalliques, évidemment, on va toujours essayer de faire deux choses. La première, c'est de s'assurer qu'on n'a pas de nanoparticules, parce que c'est absolument essentiel. La balance entre la production de ces matériaux à site isolé et la production de nanoparticules à travers, quand même s'il n'y a pas potentiellement d'interaction entre deux métaux, la possibilité d'agrégation de ces ions métalliques qui forment des nanoparticules. Donc ça va être toujours une discussion entre ces deux choses-là, mais en gros, donc, c'est pour ça qu'on va différencier, vous voyez, des nanoparticules avec ces fameux matériaux à site métallique isolés. Et donc, qu'est-ce qu'on attend de ce passage des nanoparticules à ces sites isolés? Évidemment, comme je l'ai dit, c'est une utilisation maximale
des atomes qui sont dans le matériau. Vous voyez qu'ici, vous comprenez très bien que ce sont les sites en surface, enfin ce sont les atomes en surface qui vont travailler, tout ce qui est à l'intérieur, théoriquement, n'a pas accès aux solvants, aux réactifs, donc il y a toute une partie des métaux qui ne sont pas utilisés. Et à l'inverse, ici, vous voyez, tous les métaux actifs, les atomes jaunes ici, vont être disponibles pour la réaction. Donc on va utiliser à son extrême le métal, donc il y a une économie de métal, et c'est particulièrement pertinent quand la réaction a besoin de métaux nobles. Vous comprenez bien pourquoi, pour des raisons de coût, d'économie, etc. Bon, on peut penser qu'il y a des sous-coordinations peut-être plus fréquentes dans le cas des sites isolés, même si ce n'est pas totalement vrai, parce qu'il y a quand même ici, vous voyez, au sein de solides, des atomes dans des coordinations qui peuvent être variées, donc il y a beaucoup de discussions pour savoir si on peut vraiment avoir des activités spécifiques plus grandes, donc par atome, plus grandes ici. Il y a quelque chose qui est quand même intéressant ici, c'est qu'il y a une plus grande homogénéité du site métallique. Vous voyez par exemple un atome métallique sur une surface carbonée comme ça, on peut penser que tous les atomes seront à peu près dans le même environnement. Ici c'est peut-être un peu différent puisque vous avez des atomes dans différentes structures, sur des faces du solide, sur des sommets, sur des arêtes, et chacun de ces atomes a des réactivités différentes. Donc peut-être atteindre des sélectivités plus grandes. Vous allez voir le résultat avec des exemples, mais disons l'approche, le rationnel, c'est ça, des sélectivités plus grandes. Alors je vais un peu discuter la question des mécanismes réactionnels, parce que vous comprenez bien qu'une situation dans laquelle vous avez plusieurs atomes métalliques qui se touchent au sein d'un matériau de type nanoparticule, ce n'est pas la même chose qu'avec des atomes isolés, et que peut-être il y a un certain nombre de réactions qui peuvent être impactées extrêmement durement du point de vue mécanistique. Ici, cette courbe, c'était juste pour montrer à nouveau que plus la particule est petite et plus la quantité d'atomes sur la surface est grande. Et évidemment, si la particule c'est un seul atome, on est dans cette... C'est juste l'illustration que, en effet, le premier point, l'utilisation maximale des atomes actifs, c'est un des grands aspects de ces matériaux. Voilà. Juste, parce qu'il fallait que je le place quelque part, puisque je parlais de platine, on a fait des choses aussi en collaboration avec Mohamed El-Kordi en Égypte, ici au laboratoire, où d'ailleurs c'est juste pour montrer un premier début de comment on synthétise ce genre de matériaux. Ici c'est un matériau un peu particulier dans lequel il y a un polymère, c'est un polymère organique poreux, POP, qui est construit, vous voyez, à partir par couplage d'une pyrimidine halogénée et de ce composé aromatique avec des alcynes ici, et donc vous faites un couplage ici de type Sonogashira-Gihara. Donc vous faites un polymère et vous profitez des sites azotés ici de la pyrimidine, pour fixer des atomes de platine. Et donc dans un deuxième temps, vous imprégnez ce matériau qui est ici avec des sels de platine et vous observez, vous avez un matériau dans lequel, alors si vous faites attention, vous n'avez pas de particules de platine et vous avez des atomes de platine qui sont accrochés sur ces sites azotés. Bon, voilà, je tenais à vous montrer assez rapidement comment on peut synthétiser ce genre de choses. Et ici, dans ce travail-là, on montre une très bonne activité de ce type de matériaux avec des courants élevés. Et puis surtout, c'est ça le point important, puisque c'est un des aspects de l'approche,
vous voyez, on a des courants, on a 1,2 ampères par milligramme de platine, alors que dans des matériaux classiquement utilisés, c'est-à-dire du platine sur du carbone utilisé dans les piles à combustible, on a des, disons des efficacités spécifiques par unité de platine moins grandes. Donc c'est le genre de choses qui peut être faite. Oui, il faut faire attention lorsqu'on étudie ce genre de système, évidemment, c'est de ne pas être obnubilé et focalisé simplement sur l'atome, mais être aussi concerné par le support lui-même. Donc, ce support, de quoi il s'agit? Évidemment, comme souvent, il faut que ce soit des supports à haute surface spécifique. Hein. L'idée, c'est quand même de... Là, pour le coup, c'est vrai de n'importe quel système catalytique. Plus vous mettez de catalyseurs par unité de surface, et plus vous avez d'activité. En même temps, il y a une limite. Et aujourd'hui, quand je vois ce qui se fait dans la littérature, c'est très difficile, au-delà de 1%, en contenu de métal actif, d'éviter la formation de nanoparticules. Donc, vous voyez, pour cette raison-là, c'est-à-dire que si vous voulez avoir des métaux isolés sur une surface et que vous voulez éviter des nanoparticules, vous êtes contraint par cette limite-là. Vous ne pouvez pas en mettre beaucoup, donc il vous faut des matériaux à haute surface spécifique. Alors évidemment, quand vous voulez faire des électrodes, par exemple, il vous faut des supports conducteurs, mais bon, à nouveau, comme je vous l'ai dit, dans des tas d'autres applications, dans des tas d'autres réactions chimiques, ils n'ont pas besoin d'être conducteurs, mais ici, nous, pour faire de l'électroréduction, par exemple, il faut des supports conducteurs de type carboné, donc il y a beaucoup de choses, hein, avec du graphène, des nitrures de carbone graphitiques, des réseaux covalents triazine, hein, je vous montrerai des exemples, tout ça c'est très carboné et en plus ça contient des atomes d'azote, c'est une constante, hein, vous allez voir que les supports sur lesquels on a des bons catalyseurs à site isolé, ce sont souvent des catalyseurs, des matériaux carbonés dopés en particulier à l'azote. Des oxydes métalliques et évidemment l'atome métallique est fixé sur ce support et donc il est en interaction avec des atomes. Pas d'autres atomes métalliques, mais, enfin, quand c'est carboné, mais des atomes du support. Et cette interaction avec le support est un élément, en plus du faible taux de métal, est un élément important pour maintenir à l'état isolé le métal et d'éviter les agrégations et les formations de nanoparticules. Voilà, alors le support, il a un rôle extrêmement important. Comme je l'ai dit, il va stabiliser cette dispersion, donc éviter l'agrégation. Hein, un site se fixe sur une surface et cette interaction lui permet d'y rester, de ne pas bouger trop pour aller rencontrer d'autres métaux et de la même nature et s'agréger sous forme de nanoparticules. Évidemment, c'est un environnement qui a des propriétés électroniques et qui va contribuer à la réactivité catalytique à travers donc, des interactions de toutes sortes, hein, covalentes, ioniques, avec les atomes du support. Il peut y avoir des transferts de charge entre le métal isolé et les atomes du support. On peut en effet modifier la réactivité du support lui-même en le transformant à travers du dopage avec d'autres atomes. J'ai évoqué le dopage à l'azote, mais il peut y avoir d'autres atomes dopants. On va voir des exemples de matériaux de type carboné, type graphitique, dans lequel vous avez en bleu voilà, du dopage à l'azote, des atomes d'azote dispersés au sein de la structure et des atomes métalliques. Vous comprenez bien que, et ça va nous faire penser à des molécules qu'on a souvent vues cette année, c'est des porphyrines métalliques, qui sont à la fois des choses biologiques et des produits de la synthèse chimique, qui sont donc, vous vous souvenez, ces macrocycles tétrapyroliques, qui
qui sont des très bons complexants de métaux, fer, cobalt, nickel, enfin, etc., cuivre. Et donc, on peut donc, à partir de là, imaginer que si on sait varier un tout petit peu ce dopage, par exemple, on va pouvoir moduler l'activité du centre métallique à travers l'introduction de défauts électroniques, à travers l'introduction de promoteurs, donc inorganiques, en fonctionnalisant la surface, un petit peu comme un chimiste de synthèse, un chimiste organicien, ou enfin un chimiste de la chimie moléculaire est capable de, dans le but d'améliorer les catalyseurs, de modifier par synthèse les ligands organiques à travers l'introduction donc, de groupes électrodonneurs, électroattracteurs, stériquement encombrants, enfin, etc. Alors la question des mécanismes. À nouveau, la différence entre les nanoparticules et ces matériaux-là, c'est le fait que les sites sont séparés. Et donc, tout de suite, on se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe pour les réactions qui impliquent des atomes adjacents, deux atomes collés? Et il y a plein de réactions dans ce sens-là, et en particulier les réactions que j'ai évoquées cette année, enfin, ces activations de petites molécules. Je prends un seul exemple, qui est celui de la réduction de l'oxygène en eau. Vous savez, c'est une partie importante des dispositifs dont je parle en permanence pour le stockage de l'énergie. Réduction de l'eau en oxygène. Ici, c'est le cas de la réaction sur des nanoparticules de platine qui est effectivement largement utilisée. Eh bien, en effet, on sait que cette cassure de la liaison oxygène-oxygène est assistée par le fait que vous avez deux atomes de platine adjacents qui favorisent la cassure de la liaison dans un processus donc, où il y a synergie des deux atomes. Bon, cela dit, il y a une première étape où vous avez une réduction à 2 électrons pour donner quelque chose qui, avant d'être protoné en eau oxygénée, peut quitter la surface, mais alors à ce moment-là, c'est une réduction ça s'arrête à une réduction à 2 électrons et c'est de l'eau oxygénée. Et si les électrons arrivent suffisamment vite avant que la protonation ici et le relargage d'H2O2 se produit, eh bien vous continuez et vous allez jusqu'à les molécules d'eau. Donc il y a une compétition, si vous voulez, entre cassure, c'est à cet embranchement-là, si vous voulez, cassure de la liaison oxygène-oxygène pour aller jusqu'à l'eau et simplement réduction à 2 électrons jusqu'à l'eau oxygénée. Et la question qui se passe, c'est qu'effectivement, on imagine bien que sur un site isolé, eh bien, ce processus-là ne sera pas très favorisé. Donc très tôt, la question était finalement toutes les réactions chimiques qui impliquent des sites adjacents, des sites métalliques adjacents, ne vont pas pouvoir se produire ou alors vont être très affectés. Et c'est effectivement le cas. À nouveau, si on prend ce fameux matériau que j'ai montré tout de suite, à savoir du platine sur des oxydes de fer, donc ici, vous voyez, vous avez le cas de nanoparticules de platine. Alors ça, pourquoi c'est produit ici? Alors c'est dans ces articles-là. Pourquoi comment vous faites pour avoir des particules ici et pas là? Et vous avez compris, c'est la question, c'est la quantité de platine que vous mettez sur le support. Moins vous en mettez, plus vous avez de chances d'avoir des sites isolés, que vous pouvez d'ailleurs voir aujourd'hui. Enfin, j'évoquerai la caractérisation de ces matériaux. Aujourd'hui, évidemment, je l'ai dit à plusieurs reprises, et je me répète parce que je suis tellement fasciné en tant que chimiste moléculaire, je dirais, dans la tradition moléculaire, fasciné par le fait qu'aujourd'hui, nous avons à notre disposition des technologies d'analyse des solides, des matériaux qui sont presque aussi puissantes que celles qui permettent d'analyser à l'échelle atomique les molécules. Et donc ici, il y a des technologies, il y a des méthodes analytiques qui permettent de voir ces atomes isolés. C'est ce qui est représenté ici avec ces densités plus fortes qui représentent un atome de platine sur le solide.
Alors, simplement, vous voyez, ce sont des atomes de platine. Donc ici, c'est 5% et ici, c'est 0,2%. Donc ça illustre ce que je disais sur la quantité de platine comme élément de contrôle du caractère nanoparticulaire ou isolé du métal. Eh bien, dans le cas de ces matériaux, alors c'est du platine soit déposé sur du carbure de titane ou du nitrure de titane, mais vous voyez ici que, pour le coup, là, il n'y a pas beaucoup de différence en fonction du support. Bon, dans une réduction de l'oxygène, vous avez essentiellement de l'eau, une réduction à 4 électrons, mais vous avez quand même un certain pourcentage d'eau oxygénée qui se forme malgré tout. Voilà. C'est en fonction du potentiel. À très haut potentiel, vous n'avez pas grand-chose comme eau oxygénée, mais vous avez des potentiels où ça peut aller jusqu'à 20%, disons. Mais vous avez quand même 80% d'eau. Si vous regardez maintenant le site isolé, en effet, et sans doute l'explication, c'est le fait que le site est isolé, et donc cette cassure de liaison oxygène-oxygène qui se fait sur deux métaux adjacents dans les nanoparticules se fait moins bien sûr, et vous voyez ici, on atteint des taux de eau oxygénée qui sont entre 60 et 80%. Donc ça illustre cette problématique-là. Donc on pourrait dire, attention, c'est très bien vos sites isolés, mais il y a certaines réactions dans lesquelles ils ne sont pas utilisables parce qu'on va louper cet aspect-là de synergie entre deux atomes adjacents. Bon, ici, c'est juste pour montrer que, par ailleurs, là, on voit bien aussi le rôle du support parce qu'il y a certains potentiels, vous voyez, dans lesquels il y a quand même une très grosse différence selon que le site isolé platine est sur du TIC ou du TIN. Et on verra souvent que lorsqu'il y a de l'azote, il y a une vraie assistance du site métallique pour des réactions. En tout cas, vous voyez, il y a moins d'eau oxygénée. Ici, on est à 40%, ici à 80% d'eau oxygénée. Donc, à nouveau, c'est l'illustration que le support lui-même peut jouer un rôle. Et donc, il ne suffit pas de mettre un métal isolé sur une surface. Il faut aussi, on peut donc potentialiser, optimiser à travers les choix de support. Bon. Ça, c'est la même chose, ce n'est pas la peine de rentrer dans le détail, ce sont des calculs théoriques. Les calculs théoriques sont souvent, le plus souvent associés maintenant dans tous ces travaux pour essayer de comprendre un peu les choses à travers des méthodologies de calcul DFT qui sont maintenant assez accessibles. Et là, vous voyez, c'est tout simplement pour montrer que, alors qu'il y a des barrières d'activation dans le cas de ce support, il n'y en a pas dans le cas de l'autre support, TIN. Et là aussi, vous voyez qu'à partir du moment où il y a vraiment une nécessité que cette cassure de la liaison oxygène-oxygène soit assistée par un atome, si ce n'est pas un autre atome métallique, ça peut être un hétéroatome. Et ici, la théorie, c'est que c'est la présence d'atomes d'azote ici qui assiste à la cassure de la liaison oxygène-oxygène. Oui, ça c'est un travail aussi un peu, comment dire, un peu pionnier pour montrer voilà, la différence entre les particules et un site isolé. Vous voyez, je reviendrai sur la synthèse, donc je ne vais pas y passer trop de temps. En gros, il y a beaucoup de méthodes de synthèse de ces sites isolés à partir de MOF, donc de polymères de coordination, de Metal Organic Frameworks, dont j'ai parlé abondamment l'année dernière. Et donc ici, vous avez un MOF qui s'appelle ZIF, qui est en fait à base d'ions métalliques et d'imidazole, donc qui est une molécule qui contient des atomes d'azote et qui est choisie évidemment exprès pour avoir des atomes d'azote dans le matériau final. Dans ce matériau qui contient uniquement du cobalt, dans ce cas-là, vous avez des distances entre les atomes de cobalt qui sont assez courtes. Et à ce moment-là, quand vous chauffez ce matériau,
les atomes de cobalt isolés sont très proches les uns des autres et vous avez un phénomène d'agrégation possible qui se fait, et donc vous formez des nanoparticules en fait sur la partie carbonée. Et tout ce qui est carboné dans ces MOF, il y a énormément de choses carbonées, puisque en plus du cobalt, il n'y a que du carbone et de l'azote, à cette température-là est cramé et conduit à ces matériaux graphitiques sur lesquels sont déposées les nanoparticules. Donc c'est ce qui est représenté ici. Ce qui est assez malin ici, c'est que ces MOF sont ensuite traités avec du zinc, de sorte que les atomes de cobalt sont remplacés par du zinc, et à la fin, les atomes de cobalt sont beaucoup plus séparés entre eux qu'ils ne l'étaient dans le schéma précédent. Et en chauffant, vous faites la même chose, les matériaux carbonés, sauf que le zinc, à ces températures, enfin au-dessus de 800, enfin 900 degrés, disparaît, s'évapore, et il ne vous reste plus que les atomes de cobalt, mais là, ils sont isolés, et le dopage à l'azote. Et simplement, voilà, dans une réaction d'oxydation, de réduction de l'oxygène, on observe, et c'est un travail qui justement avait comme but de comparer des nanoparticules et des matériaux acides isolés à partir des mêmes précurseurs. Et donc ce qu'on voit, c'est que vous avez ici des... Alors, ici vous avez les... Alors SA, c'est... Enfin, ça, c'est les sites isolés, et NP, c'est nanoparticules, et comme vous le voyez, vous avez alors, la température a un effet dans le traitement ici, mais en tout cas, vous avez les systèmes les plus anodiques ici dans la réduction de l'oxygène, qui sont les systèmes ici acides isolés. Donc vous avez des énergies, des potentiels plus élevés, donc c'est plus favorable, et des courants plus élevés, c'est ce que vous voyez ici, et ce sont des systèmes super stables, vous voyez 5000 cycles, et ça n'a pas bougé. Donc ici évidemment c'est pour vendre l'intérêt du système acide isolé par rapport au système particulier. Alors, il y a quelque chose qui nous intéresse, vous le savez depuis longtemps, c'est la transformation du CO2, notamment en hydrocarbures, en alcool, donc à travers une transformation qui va coupler deux molécules de CO2 ou des dérivés de ces deux molécules de CO2 à un moment donné sur des intermédiaires. Et la théorie, c'est qu'il faut deux atomes adjacents pour que deux intermédiaires, par exemple de type CO, réagissent entre eux pour aller vers la voie des alcools, des hydrocarbures, enfin des hydrocarbures de type éthylène, éthane, propène, etc., éthanol, propanol, enfin, etc. Vous créez des liaisons carbone-carbone. Et le dogme aujourd'hui, c'est que ces produits-là, en gros, proviennent d'un couplage de deux molécules de CO, création d'une liaison carbone-carbone ici. Mais ceci n'est possible, ce couplage n'est possible que parce que vous avez deux atomes métalliques adjacents. Donc la question, c'est comment ça se passe sur des sites isolés. Et donc je ne vais pas traiter ce sujet parce que je crois que Victor va en parler en particulier. Donc il y a de vraies questions mécanistiques qui surgissent de ces matériaux. Alors il y a quand même encore un certain nombre de défis associés à l'étude de ces matériaux. Le premier, c'est la synthèse, comment les synthétiser, avec deux grandes questions, enfin avec une grande question, c'est comment éviter la formation des nanoparticules. Et ça, c'est quand même extrêmement important parce que encore aujourd'hui, on voit dans la littérature des choses assez insuffisantes dans la préparation et dans la caractérisation qui laissent planer des doutes sur la présence ou non des nanoparticules. Et en même temps, ce n'est pas très simple parce que vous pouvez avoir des nanoparticules très petites, pas tellement visibles, qui vont jouer un rôle en catalyse et que vous ne voyez pas particulièrement. Donc c'est assez délicat. Voilà. Donc
je vous ai déjà montré quelques synthèses, hein, vous avez vu, dans le cas du travail qu'on a fait ici avec le platine, c'est de l'imprégnation. C'est de l'imprégnation de matériaux avec des sels métalliques, mais ça peut être aussi de la pyrolyse de MOF, comme je l'ai évoqué avec le cobalt. Et ce qui est représenté ici et là. Et puis l'autre chose, évidemment, une fois que vous avez synthétisé et que vous pensez que vous avez fait le bon matériau, évidemment, la question essentielle, c'est de le prouver à travers la caractérisation la plus complète possible. Et à nouveau, c'est très difficile parce que vous devez démontrer la présence de sites isolés et voir un atome. Je vous ai parlé de mon émerveillement des technologies d'analyse, des techniques d'analyse aujourd'hui des solides, mais à nouveau, malgré tout, voir un atome seul, isolé, sans voisin, c'est pas très facile, malgré tout. Et deuxièmement, à nouveau, il faut démontrer l'absence de nanoparticules. Bon, il y a différentes façons de faire. Alors ça, c'est une technique, voilà, vous avez, je n'y connais absolument rien. C'est, en gros, c'est pour vous dire que soit on part de bulk, enfin de solide, plein d'atomes, et on le décompose pour sélectionner des atomes qu'on dépose sur un métal, soit on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on prend des systèmes monoatomiques, alors des précurseurs, des sels ou des complexes, et on les dépose sur un métal. Ici, donc c'est une méthode de déposition, de dépôt d'atomes qui viennent donc de solides, qui sont décomposés en clusters ou même en atomes métalliques, et on sélectionne, donc on a un faisceau, si vous voulez, on a un faisceau, c'est ici la machine qui fait ça, donc c'est assez sophistiqué et ça demande évidemment des équipements très particuliers. Vous avez un faisceau d'atomes métalliques et ou d'atomes ou de clusters, et vous sélectionnez en fonction de la taille, de la forme, de la position de ces atomes, en fonction du rapport masse-surcharge, de leur énergie cinétique, enfin, etc., etc. Et donc vous déposez un peu ce que vous voulez sur le support. Des méthodes beaucoup plus douces, et vous avez vu que j'en ai montré déjà quelques-unes. Donc c'est des systèmes à partir de complexes métalliques ou de sels que vous fixez, que vous précipitez de façon contrôlée sur la surface. Alors, ici, par exemple, ce fameux matériau dont je vous ai parlé, c'est le premier qui fait de la réduction de l'oxygène en eau, donc ces sites isolés de platine sur des oxydes de fer. Vous voyez le papier pionnier de 2011, et puis les gens ont continué avec ce matériau-là. Eh bien, tout simplement, vous faites de la coprécipitation ici de fer et de platine. Évidemment, vous voyez, là aussi, avec des taux extrêmement faibles de platine, et puis par toute une série de processus, coprécipitation, séchage, vous chauffez à 400 degrés, vous réduisez avec de l'hydrogène à 200 degrés, par exemple, et vous avez du platine zéro sur la surface. Ici, un peu comme je l'ai montré pour le platine sur le POP, sur le polymère organique poreux, c'est de l'imprégnation. Donc vous partez par exemple d'une suspension d'oxyde de graphène en présence juste d'un sel de cobalt. Vous séchez et ensuite vous réduisez avec de l'hydrogène à 100-200 degrés. Et ensuite, si vous voulez doper à l'azote, vous chauffez en présence d'ammoniac, par exemple. Et là aussi, vous pouvez voir ces atomes de cobalt isolés dans ce type de matériaux. Donc ce sont des choses qui sont relativement simples. Il y a quelques cas aussi où vous partez de particules, là aussi, par exemple c'est du platine, et vous chauffez, et ça libère des atomes qui peuvent être captés, fixés sur des surfaces.
La pyrolyse des MOF, je vous en ai parlé. Il y a plein d'exemples dans la littérature. À nouveau, hein, l'astuce, hein, ça consiste à construire des MOF dans lesquels, à nouveau, hein, je répète, les MOF, ce sont des sites métalliques. Ça peut être des atomes, ça peut être des mononucléaires ou des clusters, séparés entre eux par une partie organique, un linker organique, et la partie organique est le précurseur du matériau carboné, et la partie métallique est le précurseur du site métallique isolé. Mais attention, l'astuce ici, c'est de diluer dans le MOF le métal d'intérêt, ici le cobalt, en ajoutant un métal qui disparaît au moment du processus, et le zinc est particulièrement adapté. Voilà, c'est ça le principe, et c'est comme ça qu'on fait ces matériaux voilà, de type site isolé sur carbone. Bon, après, il y a tout un tas d'autres choses. Synthèse solvothermale, vous prenez des molécules plus élaborées qui sont des sources d'azote et de carbone. Vous avez un sel de fer, vous partez déjà de nanophiles métalliques, et ensuite vous pouvez faire des nanotubes, par exemple, de sites à fer isolés, dopés à l'azote, voilà, de type porphyrine de fer, comme on a déjà évoqué. Voilà, les perspectives en termes de synthèse aujourd'hui, c'est à nouveau de contrôler l'environnement du site isolé. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à faire ce que font les chimistes moléculaires, c'est-à-dire que vraiment vous pouvez moduler la structure la sphère de coordination du métal, la première ou la seconde ou la énième, à travers justement l'introduction d'hétéroatomes. J'ai beaucoup parlé d'azote, mais ça peut être du phosphore, du soufre, de l'oxygène. Ça peut être d'autres atomes métalliques. Un enjeu extrêmement important, c'est que c'est un peu embêtant d'être limité à rester en dessous de 1%, parce que, à nouveau, la puissance du catalyseur va dépendre de la quantité de sites catalytiques, mais est-ce qu'on peut augmenter la charge en métal dépasser un peu ce 1% sans produire de nanoparticules? À nouveau, hein, la question de ne pas avoir de nanoparticules, ce n'est pas un dogme, ce n'est pas une obsession, c'est deux choses. La première, c'est évidemment, si on veut étudier vraiment en détail la potentialité de ces nouveaux matériaux, il faut évidemment ne pas complexifier l'analyse avec la présence d'impuretés qui ne sont pas des sites isolés. Mais c'est aussi, comme vous l'avez vu, c'est que la réactivité intrinsèque de ces objets-là est différente de celle des nanoparticules. Et puis ensuite, peut-être des systèmes plus complexes que je n'ai pas vraiment vus pour le moment dans la littérature, c'est-à-dire des systèmes qui sont bipolymétalliques, pour des réactions de type domino-tandem, c'est-à-dire où vous avez deux métaux différents, l'un qui catalyse une première réaction et l'intermédiaire B, à proximité de la surface, profite de la présence d'un second métal pour être transformé lui-même en un produit C, et sur le même matériau, vous faites add-on C à cause de cette synergie entre deux métaux différents. Ou faire des systèmes où vous n'avez, ce n'est pas un atome isolé, mais c'est un site biatomique, triatomique, qui évidemment peut avoir des propriétés différentes. Bon, l'autre chose, c'est que si un jour ces matériaux ont un destin industriel, c'est clair qu'il faut être aussi capable d'en produire des grosses quantités. Évidemment sur les supports les moins chers possibles, puisque la grosse quantité du matériel, du matériau, ça va être le support, hein, bien sûr. Voilà. Alors, caractérisation très rapidement. Alors, certaines techniques sont absolument essentielles.
la microscopie, certaines microscopies, et en particulier ces microscopies électroniques, alors ici c'est pas transition, hein, c'est transmission. Donc certaines microscopies, alors je ne rentre pas dans le détail, permettent en effet, comme vous avez vu certaines images, de visualiser directement les atomes métalliques. Hein, ici, vous vous souvenez de cette image-là où ces fortes densités ici révèlent donc un atome de cobalt sur le matériau carboné. Ça n'exclut pas toujours la présence de nanoparticules. Donc il faut faire un petit peu attention. Alors quelque chose qui est presque systématique dans ce domaine-là, c'est les technologies, enfin c'est les spectroscopies de type EXAFS, XANES, donc rayons X. Pourquoi? Parce que cette technologie-là, cette technique d'analyse vous donne des informations sur la présence, pour un métal donné, des plus proches voisins. Là aussi, c'est très classique, hein, je n'ai pas le temps d'expliquer la technique. Mais, si vous voulez, dans ici, des spectres EXAFS, chaque pic correspond à une distance entre un atome et un autre, et en particulier un atome métallique et ses voisins. Donc vous voyez ici, je reprends le système platine, vous vous souvenez, de platines isolées sur des sites, sur des supports TIC ou TIN qu'on a vu tout à l'heure, ceux qui faisaient de la réduction de l'oxygène incomplètement en eau avec de la production d'eau oxygénée. Et donc, assez souvent, et c'est assez intéressant, ces techniques permettent de voir comme un nez sur la figure qu'il n'y a pas de nanoparticules, enfin en tout cas permettent de suggérer qu'il n'y a pas de nanoparticules. Lorsque vous avez ici par exemple des nanoparticules de platine, vous avez évidemment deux atomes de platine voisins, donc vous voyez donc une distance platine-platine liée à la présence de nanoparticules. Et vous voyez ici à 2,5 angstrom de distance, vous avez la révélation que chaque atome de platine est en face d'un autre atome de platine à 2,5 angstrom de résolution. Ce pic-là est absent de ces matériaux potentiellement à site isolé. Et par contre, ce que vous voyez, c'est à des distances plus courtes, d'autres voisins du platine, et qui sont les atomes de carbone dans ce cas-là, ou les atomes d'azote. Alors la sensibilité de ces techniques n'est pas exceptionnelle, mais donc suffit à faire la différence, si vous voulez, entre un atome d'azote et un autre atome métallique, platine-azote ou platine-platine. Pas tellement de faire la différence entre platine-oxygène et platine-azote, par exemple, ou platine-carbone, mais néanmoins, vous voyez, l'absence de ce pic ici permet de conclure. Ça, c'est l'autre exemple que je vous ai montré. Vous voyez, c'est le fameux papier de 2011, où là aussi, ils ont fait attention à faire de l'EXAFS, et on voit, si vous voulez, que dans les samples A et B, qui sont les matériaux à site isolé, vous n'avez pas ce pic à 2,5 angstrom, qui est une caractéristique de la liaison platine-platine, enfin de la liaison, de la distance platine-platine. Donc ça, c'est extrêmement important. Et ça, c'est utilisé à très grande échelle, enfin systématiquement. Ici, je vous montre un article très récent de 2018, où, donc ici, c'est à nouveau, hein, vous voyez, des matériaux carbonés qui ont été un peu troués par de l'eau oxygénée, hein, pour créer de la porosité. Donc vous avez les sites métalliques, c'est dopé à l'azote, parce que vous avez un traitement à l'ammoniac là. Donc c'est un travail dans lequel il y a eu une étude à peu près systématique de ce type de matériaux avec différents métaux, nickel, cobalt, fer. Donc c'est une suspension avec de l'oxyde de graphène, avec de l'eau oxygénée, avec des sels métalliques. Vous voyez,
les sels métalliques. Non, les sels métalliques arrivent après, une fois que vous avez troué et fait le matériau carboné, graphitique, vous dopez à l'azote et au métal, et vous avez ça. Et donc, ici, ce qu'on voit, c'est dans une étude assez poussée, vous voyez, où à nouveau, vous voyez ici, dans cette, ici à peu près, toujours pareil, autour de 2,5 angstrom, enfin ici c'est 2,2, vous avez nickel-nickel, ou fer-fer, ou cobalt-cobalt, donc ça c'est la signature de nanoparticules. Et quand vous faites attention à avoir peu de métal, donc des sites isolés, vous ne voyez pas, vous voyez dans ces matériaux, alors en rouge ici, ça c'est les, vous ne voyez pas ce pic-là, ici en rouge, vous voyez, il n'y a pas ce pic ici, et c'est pareil pour le cobalt. Par contre, vous voyez très bien la liaison métal-azote autour de 1,4 angstrom. Et ceci correspond bien, et ça ce sont des modèles, à des structures dans lesquelles vous avez un atome d'azote entouré de un atome de métal entouré par 4 atomes d'azote. Voilà, donc il y a énormément de travaux qui analysent ce type de spectre, la clé étant, pour simplifier, présence ou non de pics à 2,5 angstrom qui révèlent des distances métal-métal, et des choses plus courtes qui révèlent plutôt des distances métal-carbone ou métal-azote, permettant de conclure qu'on a bien des sites isolés. Bon, ça c'est... Ah oui, bon, il y a aussi de la spectroscopie infrarouge qui peut être utilisée. Vous voyez, à nouveau, le même matériau que j'ai développé à travers plusieurs illustrations, se platine sur du titane. Donc quand vous avez des nanoparticules, le fait que vous avez plusieurs atomes de platine collés les uns aux autres conduit à des structures de fixation du CO avec des caractéristiques de vibration. Vous voyez ici à 1820 que vous ne voyez pas dans les sites isolés. Et puis pour ce qui est de molécules de CO, qui est une sonde ici pour caractériser les matériaux, vous avez des vibrations qui sont différentes de celles que vous voyez sur un site isolé, donc de 2090 cm-1 versus 2045. Voilà. Donc ce sont des solides qui sont traités par du CO et analysés par spectroscopie infrarouge comme sonde de l'état de la surface et du caractère isolé ou non du métal. Voilà, donc bon, c'était un petit peu ce que je voulais vous raconter, et je pense que d'ailleurs je vais m'arrêter là. Voilà, donc ce que je voulais vous montrer ici, donc comme vous l'avez vu dans le programme, la semaine prochaine, je continue sur ce sujet-là, et je continue. Alors je montrerai des exemples de catalyseurs solides à site métallique isolé du point de vue de la réactivité. Donc ce que je voulais vous montrer ici, c'était que on a une nouvelle famille de matériaux qui est à notre disposition et qui est particulièrement intéressante pour ceux qui viennent de la chimie moléculaire, puisque, à nouveau, on se retrouve dans un contexte où on a un atome métallique à étudier, isoler, et j'ai essayé de vous montrer que, par la voie de la synthèse, on pouvait quand même jouer sur l'environnement du métal
notamment à travers des modifications du support. Alors, ce n'est pas aussi puissant que la chimie moléculaire. Vous savez qu'à partir d'un ligand organique, vous pouvez faire plein de choses. À partir d'une molécule, vous pouvez la modifier pour en faire 100 différentes, en introduisant tout un tas de substituants qui confèrent des propriétés électroniques, stériques, etc., variées. Bon, là, c'est un peu moins possible, mais il y a quand même une certaine voilà, enfin, il y a une possibilité de moduler la structure du site actif. Je vous ai montré quelques exemples dans lesquels l'impact du support et de cette variabilité d'environnement joue un rôle sur la réactivité. Donc, la semaine prochaine, alors on va parler du CO2. On va le faire d'ailleurs tout de suite avec Victor Mougel. Et puis, en introduction du séminaire dans 15 jours, hein, j'ai dit la semaine prochaine peut-être, mais c'est dans 15 jours. Voilà, donc merci pour votre attention. Donc on va rester dans l'heure qui suit avec ces objets-là et la semaine prochaine, dans 15 jours, donc avec Christophe Copperet, qui est un formidable contributeur à ce domaine des sites métalliques. Alors pas celui-là spécifiquement, mais en gros de sites de chimie organométallique de surface. On finira donc cette année de cours. Et moi, je finirai sur ces matériaux-là. Voilà, merci.